Salut David, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. David, tu es député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts et ça y est, tu as un candidat pour l'élection présidentielle 2022. Il s'appelle Yannick Jadot et c'est ton collègue au Parlement européen. Il a battu Sandrine Rousseau d'une courte tête, réunissant un tout petit peu plus que 51% des voix. Tous les deux, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, avaient des récits assez différents de l'écologie politique et surtout des incarnations différentes de l'écologie politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que le score est très serré, tu estimes que le pôle écologiste, parce que c'était plus large qu'Europe Écologie Les Verts, hein, cette primaire, est-ce que vous estimez que ce pôle écologiste est divisé? Non, au contraire. D'ailleurs, il faudrait compter aussi. Alors, je suis dans mon bureau à Bruxelles, le cadrage est une horreur. Oui, au contraire, mais si vous parlez du deuxième tour, mais on pourrait parler du premier tour, où le résultat était également très serré. En gros, c'est 4 quarts. Et ça correspond à 4 quarts qui sont pas des, comment dire, qui ne sont pas des visions différentes de l'écologie, mais qui révèlent, comment dire, des parcours, des chemins différents qui mènent à l'écologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis son origine, il y a 1000 façons, il y a 1000 chemins pour arriver à l'écologie politique. Il y a ceux qui y arrivent par la question des luttes sur les droits humains, que ce soit le féminisme, les luttes contre les discriminations, les luttes pour défendre les réfugiés, les droits LGBTQI+, etc., etc. Il y a un chemin qui est plus sur l'environnementalisme, pardon, la question de la décroissance, la question des droits du vivant, les droits de la nature. Il y a la question d'être une écologie au cœur de la gauche. Il y a une question d'une écologie qui souhaite participer au gouvernement. Et c'est un peu les 4 quarts qu'on a retrouvés dans cette primaire. Et donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose, comme au niveau de la gauche traditionnelle, la fameuse gauche irréconciliable. Dans la famille écolo, c'est différent. Pardon pour ce petit développement un peu long, mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans la même histoire politique dont on a l'habitude de parler dans la gauche traditionnelle, réformiste, contre-révolutionnaire, etc., etc. La culture politique écologiste, elle est un peu différente de cela. Et moi, je suis donc plutôt, pour répondre à votre question, rassuré, quelque part, qu'il y ait cet équilibre. Parce que dans l'histoire de l'écologie, il y a parfois eu la tentation, pour celles et ceux qui avaient la charge d'incarner l'écologie politique, de considérer que l'écologie, c'était que eux ou elles. Là, c'est différent et d'une certaine manière, ces résultats et ce vote spontané, non pas des 1000, des 2000 ou des 10 000 adhérents des Verts qui faisaient pareil, les 4 quarts, d'ailleurs, on se faisait moquer de nous, là, c'est 120 000 qui envoient le même message. Et donc, ça oblige à tenir compte de ces différents cheminements qui mènent à l'écologie et c'est le rôle de Yannick Jadot de parvenir à le faire. Mais alors, il y avait quand même des particularités, on va dire, au discours de Sandrine Rousseau, mais aussi à celui de Delphine Batho et d'Éric Piolle. C'est au-delà des parcours, c'est la radicalité en fait qui était portée par ces différents candidats qui ont réuni beaucoup de suffrages, notamment au premier tour, mais au deuxième aussi. Est-ce que ça, par exemple, vous allez, vous, à Europe Écologie Les Verts, essayer de l'intégrer dans le projet porté par Yannick Jadot, ou est-ce que tu considères que Yannick Jadot, en fait, il a déjà un projet radical? D'abord, je n'aime pas le mot radical parce C'est un mot qui que était utilisé par Sandrine Rousseau, hein. je sais bien, je sais, mais il l'utilisait beaucoup. Il est utilisé beaucoup à gauche. C'est pas comment dire par rapport à Sandrine Rousseau que je le dis. C'est que d'une manière générale, ce mot pris isolément ne dit rien. C'est un mot totem qui, pris seul, n'est pas éclairant d'un point de vue politique. Donc c'est pour ça que quand je dis je l'aime pas, c'est un mot dont je me méfie. Moi, en tant qu'écologiste, je me considère comme environnementaliste, décroissant, favorable à des progrès en matière de droits humains, et ce sont des combats qui vont à la racine des problèmes que pose notre modèle de civilisation actuel. Donc, de ce point de vue-là, je suis radical. Mais je porte une radicalité, et nous portons en tant qu'écologistes une radicalité écologiste précisément, qui n'est pas la même que la radicalité de gauche marxiste, par exemple, qui n'a pas remis en question la question du productivisme, la question du rapport au travail, à la consommation, etc. Donc, vous voyez, quand on dit radical, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Ce qui compte, c'est quelle vision de société on a. Et de ce point de vue-là, l'écologie politique est un projet politique radical et à beaucoup de points de vue, y compris Yannick Jadot porte cela. Après, dans la façon dont parle Yannick Jadot, il a, moi, c'est pas spontanément ma tasse de thé, hein, mais il a le souci de dire oui, je suis écologiste, mais rassurez-vous, vous qui ne l'êtes pas,
ça ne va pas être un drame, ça va bien se passer, etc. etc. Mais c'est plus, comment dire, dans la façon de porter un récit qu'il y a une différence. Je ne crois vraiment pas qu'il y en ait dans le cœur du projet. D'ailleurs, on l'a vu dans le débat, où quand il y avait des anicroches, c'était très franchement plus sur la tonalité que sur le cœur du projet. Moi, j'ai toujours pas vu de différence fondamentale entre les différents candidates et candidats à la primaire. Au fond, celle qui portait le projet le plus radical, écolo, c'était Delphine Batho. Les autres étaient plutôt convergents sur la plupart des sujets. Il y a quand même une question. Il y a 49% donc, des gens qui étaient inscrits à la primaire, enfin des votants à la primaire qui ont voté pour Sandrine Rousseau. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les voir ne pas faire campagne pour Yannick Jadot et aller voir plutôt quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon? En d'autres termes, est-ce que, par exemple, parce que si je prends, tout à l'heure, tu as dit que oui, ils avaient des parcours différents. Si je prends la question antiraciste, par exemple, Sandrine Rousseau, elle en avait fait un de ses axes de campagne. D'un autre côté, Yannick Jadot, il était allé manifester à l'appel des syndicats de police devant l'Assemblée nationale avec Darmanin et Zemmour. Comment est-ce que vous allez réconcilier ces deux lignes pour que les 49% qui ont voté pour Sandrine Rousseau, ils soient aussi avec vous dans la campagne présidentielle? Il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce qu'il y a besoin de réconcilier? Je ne crois pas, parce que moi j'étais défavorable évidemment à participer à cette manifestation, à laquelle a participé également Delphine Batho d'ailleurs, mais comment dire, ils n'y allaient pas parce qu'ils pensaient pareil que Darmanin ou pareil que Zemmour ou pareil que le FN. Eux, leur état d'esprit, leur argument, c'était de dire il ne faut pas abandonner à l'extrême droite les policiers, et notamment certains syndicats policiers qui ne sont pas alliance. Il ne faut pas les abandonner dans ce combat. Donc je pense que c'était une erreur quand même d'aller à cette manifestation, mais ce n'est pas parce qu'on était à cette manifestation qu'on était raciste. Et donc je ne pense pas que Yannick Jadot, Delphine Batho aient des leçons à recevoir de qui que ce soit en matière d'antiracisme. Ce serait absurde de leur faire ce procès. Après, il y a une deuxième question sur est-ce que tout ça va, les gens qui ont participé à la primaire vont participer à la campagne à la fin. Moi, j'avais une grande inquiétude sur ce deuxième tour, c'était de voir l'attitude des 50 000 personnes à peu près qui avaient voté au premier tour pour des candidats éliminés, que ce soit Delphine Batho ou Éric Piolle. Or, la participation au deuxième tour est la même qu'au premier tour. Ça veut dire que toutes ces personnes qui avaient fait un autre choix que les finalistes au premier tour se sentent quand même intégrées à cette famille écolo. Et dans les gens qui ont voté Sandrine Rousseau, il n'y a pas que des gens qui avaient voté Sandrine Rousseau au premier tour. Il y a des gens vraisemblables, sinon elle n'aurait pas fait ce score-là. Donc en fait, moi je crois que parce que cette primaire s'est bien passée, parce que tous les points de vue ont été respectés, parce qu'on a eu un débat de qualité, je pense que la grande majorité des personnes qui y ont participé continueront le chemin avec nous, sauf peut-être ceux qui s'étaient inscrits rien que pour faire un vote tactique pour l'un ou pour l'autre, pour essayer de troller la primaire. Mais ça, c'est la règle du jeu. Mais je pense qu'ils sont très minoritaires et la plupart des gens sont des écologistes sincères qui continueront à nous aider dans le cadre de cette campagne présidentielle et pour la suite. Il y a quand même une question que tout le monde se pose. Yannick Jadot, c'était un des favoris il y a quelques mois de cette primaire avec Éric Piolle. Au premier tour, Yannick Jadot n'a fait que 27%. Et au second, ben, il est passé ric-rac. Comment tu analyses le fait que finalement, Jadot, ça n'avait pas marché tant que ça, en fait, sa candidature? Et ce n'est pas lié forcément qu'à Jadot, parce que il y a un inconscient collectif chez les écolos, spontané, qui fait que, comment dire, on accorde toujours avec parcimonie et avec méfiance, avec attention, on délègue toujours avec attention ce pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, sans évidemment se consulter, au premier tour, les votes se sont équilibrés et au deuxième aussi. Parce que les écologistes ont un rapport au pouvoir où il n'y a pas de personne providentielle. On ne se livre pas comme ça sous prétexte que la personne est la plus médiatique, qu'elle est la plus connue, qu'elle est la plus attendue. On ne dit pas ah bah c'est lui ou c'est elle qui va être notre chef et on se soumet à son bon vouloir. C'est pas comme ça que ça se passe. Je trouve que c'est parfois décrit comme de l'immaturité. Moi, je pense que ça relève au contraire d'une très grande maturité politique et d'une très grande maturité dans le rapport au pouvoir. Donc c'est ça aussi qui s'est passé. C'est que spontanément, le peuple écolo, le peuple de l'écologie, encore une fois, qu'il soit 1000, qu'il soit 10 000, qu'il soit 30 000, qu'il soit 120 000, il équilibre ses intentions, il équilibre les choses parce qu'il veut aussi un pouvoir qui soit équilibré. Et vous me considérez que
précisément le fait que le favori ait gagné, c'est précisément la surprise de cette primaire. C'est-à-dire que la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise, je puis te dire. Et donc ça, voilà, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Mais voilà, pour les écolos, il n'y a jamais de victoire absolue. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors certains diront oui, c'est pas bien. Moi, ça me convient plutôt comme rapport au pouvoir. Alors, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, maintenant Yannick Jadot, ça fait du monde à gauche, dans la grande famille de la gauche, entre guillemets. L'objectif, c'est de trouver des convergences et de limiter le nombre de candidats, ou d'après toi, on est parti pour avoir 5 candidats sur la ligne de départ en avril prochain? Mais, pardon, mais ça fait surtout beaucoup de candidats et candidates issus du Parti socialiste, la liste que vous m'avez faite. Ça, il y a quelque chose quand même que, à un moment, il faut dire. La décomposition actuelle de ce qu'était le socialisme avant-hier et ce qui est devenu la social-démocratie hier, ce n'est pas de la faute des écologistes. Au contraire, nous sommes une forme politique qui apportons des éléments de clarté dans le débat politique. La confusion, elle est du côté des anciens camarades qui étaient toutes et tous à peu près en même temps adhérents du PS. Donc moi, je ne veux pas, comment dire, que les écologistes soient comme attirés dans cette espèce de bocal d'escargot d'une fin de cycle politique et la fin de la gauche d'inspiration marxiste et notamment la fin de la social-démocratie. C'est pas notre guerre, c'est pas notre combat politique, c'est pas notre rôle historique même, j'ai envie de dire. Nous, notre rôle, notre utilité, notre objet social dans le paysage politique, c'est d'abord d'avoir compris, peut-être avant les autres, que la question écologique était absolument centrale, y compris pour redéfinir les rapports de force sociaux, y compris pour redéfinir l'enjeu démocratique. Et demain, c'est d'affirmer cela. Et donc, je crois que l'écologie n'est pas un problème par rapport à un débouché politique qui serait une alternance ou une alternative aux droites. C'est plutôt une solution. Après, pour ceux qui sont issus de la famille social-démocrate, quelque part, c'est à eux de régler leur sujet, mais je ne crois pas que ça nous concerne vraiment en réalité. Donc, je pense que si on veut être utile en tout cas ça, si on veut être utile à la clarification politique en cours, c'est d'affirmer ce que nous sommes et non pas voilà, de nous mêler au gloubi-boulga et à la confusion qu'on peut voir dans l'ancienne famille de la gauche. Alors, mais si je puis me permettre, vous n'avez pas non plus le monopole à Europe Écologie Les Verts de l'écologie politique. Jean-Luc Mélenchon parle d'écosocialisme, donc il a parfaitement aussi intégré la question écologique. Anne Hidalgo se revendique aussi de l'écologie, elle en parle très souvent. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre une Anne Hidalgo et un Yannick Jadot? Au-delà de l'étiquette politique, hein. Mais oui, mais c'est pas rien. Excusez-moi, c'est déjà pas rien. C'est pas une question d'étiquette, c'est une question d'histoire politique et de pensée politique. Moi, quand j'entends et quand j'écoute Anne Hidalgo, je comprends pas ce qu'elle propose. Elle a un espèce de langage, comment dire, assez mécanique, d'éléments de langage, comme on dit. Je comprends pas sa vision. Je comprends pas la bifurcation qu'elle veut faire. Et quand je regarde, pardon, ce qu'elle fait à Paris et ce sur quoi nous nous opposons, ce qui m'intéresse, c'est les éléments de différenciation. C'est la tour triangle, c'est plus de densification, Vous êtes dans la c'est plus majorité quand même, d'immeubles, hein. c'est comment? Vous êtes dans la majorité municipale à Paris. Oui, mais enfin, sur les éléments sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, c'est de ce dont je vous parle. Oui. Les éléments sur lesquels on est d'accord, ok, oui, heureusement, les écolos ont influencé la majorité municipale depuis 2001. C'est grâce à ça qu'on a des pistes cyclables, c'est grâce à ça qu'on a les avancées écologiques que l'on connaît à Paris. Mais sur les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est ça qui compte. Là-dessus, pardon, mais je ne vois pas la plus-value écologique de Anne Hidalgo. Et donc, on est dans une situation curieuse, d'ailleurs, où la candidate du Parti socialiste, soutenue que par le Parti socialiste, ne dit jamais qu'elle est socialiste, et pour cause, et se dit écologiste, alors qu'elle ne l'est pas vraiment quand on regarde ce qui nous différencie de nous. Donc là, il y a une différence. Avec Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des différences. Nous ne sommes pas dans la même histoire politique. Après, tant mieux. Moi, vous savez, plus les gens parlent d'écologie, plus je suis content. Plus les gens disent l'avenir, c'est l'écologie, plus je suis satisfait. Parce que je pense qu'effectivement, l'avenir politique de l'alternative aux droites, c'est l'écologie politique. Et nous, notre rôle historique, c'est de l'incarner. Et tant mieux s'il y a concurrence. Moi, je souhaite qu'il y ait concurrence et débat sur les questions écologiques, parce que c'est comme ça qu'on donnera un débouché politique. Donc, voilà, les gens auront un choix à faire. Mais l'injonction unitaire dont on nous parle, qui doit être faite comme préalable à une victoire politique, je ne crois pas. Je crois que l'unité, elle est la conséquence d'un cheminement politique. Elle n'est pas un préalable. Je pense par ailleurs que c'est la clarté qui rassemble et l'ambiguïté qui divise.
Or, du côté de la famille social-démocrate décomposée dont je parlais, je vois beaucoup plus d'ambiguïté que de clarté. Nous serons clairs. Alors justement, en parlant d'histoire politique et de relative ambiguïté, en 2017, Yannick Jadot, il avait fait le choix un peu d'ailleurs, en allant à l'encontre à la fois des statuts et des cadres, enfin, d'Europe Écologie Les Verts. Il avait fait le choix de se ranger derrière Benoît Hamon, le candidat socialiste. Est-ce que cette fois, tu pourrais imaginer par exemple l'inverse, un peu comme un renvoi d'ascenseur? C'est-à-dire que Anne Hidalgo se range derrière Yannick Jadot. Non, mais en fait, tout ça, pardon, Mais parce que tout c'était, bah, ça, c'est des pour le coup, c'est votre histoire politique non, mais aussi tout de ça, c'est des 2017, petites hein. histoires je ne sais pas les qualifier, mais c'est pas, il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. Comme disait Nicolas Sarkozy, passe-moi le sel, je te passe la salade, je sais plus quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, ça me dérange pas que le Parti socialiste souhaite avoir un candidat ou une candidate en l'occurrence. C'est leur choix. Ils font bien ce qu'ils veulent. Je leur demande rien. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, pardon, mais c'est différent. D'abord, vous dites que c'est dans le dos de je ne sais pas qui qu'Yannick Jadot a fait ça, c'est faux. Nous avions fait voter de façon très transparente et très démocratique, encore une fois, l'ensemble des participantes et des participants, ils étaient moins nombreux que ce coup-ci à la primaire de l'époque, pour valider ce choix, qui était un choix cohérent, puisque je le rappelle, puisque vous me parlez de cet épisode, c'est le moment où Benoît Hamon a battu le Parti socialiste à la primaire du Parti socialiste sur une ligne écologiste. Et donc, il y avait un fait politique. C'est que, quelque part, le mandat de François Hollande était soldé et dans son propre camp, il était battu sur une ligne écologiste. Et donc, nous, en tant qu'écologistes, à cette époque, qui avions quitté depuis 3 ans le gouvernement, il y avait une logique à accompagner cette métamorphose. Et d'ailleurs, l'enseignement qu'on en a retiré, c'est que ça n'a pas fonctionné. Parce que le saut du Parti socialiste était plus fort que cette aspiration au renouvellement écologiste qu'avait exprimé le peuple de gauche, précisément à l'époque, à la primaire organisée par le PS. Donc nous en avons tiré les leçons. Et aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas être dans l'ambiguïté. Qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois en 2017? C'est l'ambiguïté. À la fois la transgression écolo qui avait battu l'appareil du PS et le gouvernement, et le fait de refaire des resets à Castaner, etc. C'est pas Castaner, pardon, le Premier ministre de l'époque et compagnie. Là, il ne faut pas. Tout ça, c'est des petites histoires. Tout ça, c'est le petit marigot de la petite gauche qui discute entre elles et gna gna gna, tu te retires, tu me soutiens. Tout ça ne porte aucun souffle, aucune dynamique. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter avec ça. Il faut porter un discours qui est clair. Il faudra s'adresser à tout le monde. Il faut arrêter de s'adresser, comment dire, à des appareils qui sont obsolètes, dont on ne comprend plus les contours idéologiques. D'ailleurs, enfin, ça fatigue tout le monde. Vous comprenez à mon comportement pourquoi ça me fatigue. Je crois vraiment que je ne suis pas le seul. Plus personne n'y comprend rien et voilà, passons à autre chose, quoi. Je suis complètement d'accord, mais je pense que vous faites aussi partie de cet environnement. Vous avez aussi une longue histoire, Europe Écologie Les Verts. Vous commencez à avoir une longue histoire dans la gauche et donc vous faites aussi partie de ça. Mais je comprends tout à fait ton énervement. J'ai une dernière question, David. Je l'ai dit en introduction, tu es député européen. L'Union européenne, c'est un échelon qui est très interrogé à gauche. Tantôt, certains considèrent que c'est une belle idée, pleine de promesses et qu'il est possible, en accélérant l'intégration des pays membres, d'en faire quelque chose de bien. Mais d'autres pensent au contraire que c'est un obstacle à toute politique véritablement progressiste qui pourrait être décidée au niveau national. Toi, tu penses que la stature européenne de Yannick Jadot peut être un atout dans la présidentielle ou ça va plutôt être un boulet? Les deux, puisque ça dépend de l'appréciation qu'on a. Mais en vérité, la façon dont vous décriviez les choses, l'Union européenne, c'est les deux. C'est à la fois l'échelon et la perspective qui permet, y compris à la France, de pouvoir assumer une réelle souveraineté, et c'est aussi un obstacle à un certain nombre de politiques. D'ailleurs, contrairement à ce que j'entends parfois, pas tant du fait des traités que du fait des États-nations. D'ailleurs, c'est pour moi la grande contradiction des souverainistes étatistes qui attaquent l'Union européenne. Moi, qui suis député européen, je peux vous dire qu'au niveau du Parlement européen, on arrive à avoir des coalitions qui vont de la GUE, c'est-à-dire la France insoumise, au PPE, c'est-à-dire LR. Vous voyez, des coalitions au Parlement qui vont de la France insoumise au PPE pour, par exemple, demander un plan de relance à 2000 milliards. C'est les États-nations qui ont dit on fait un plan de relance à 750 milliards. La même coalition dit il faut la taxe sur les transactions financières. C'est les États-nations qui bloquent le calendrier pour avoir cette fiscalité juste. Donc les choses sont un peu plus compliquées.
La question, c'est que l'Union européenne est une démocratie inachevée. C'est une démocratie inachevée et donc qui pose des problèmes de ce point de vue-là. Est-ce que sous prétexte qu'elle est inachevée, il faut la saborder? Je ne crois pas. Dernier élément, si on veut peser, comment dire, à l'échelle mondiale, comment dire, le relais, le levier européen est décisif. Isolément, d'ailleurs, on l'a vu incidemment avec l'histoire des sous-marins. Pour moi, ce n'est pas ma came de vendre des sous-marins militaires, mais c'est assez éclairant. C'est qu'en fait, la France seule est ce qu'elle est, mais elle n'a plus, elle n'aura plus le rayonnement qu'elle a pu avoir. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faille être nostalgique parce que ce rayonnement pesait aussi sur des côtés sombres, à savoir le colonialisme, etc., etc. Y compris quand on est de gauche, il faut avoir la lucidité de regarder cela. Si on veut renoncer à cette espèce de conception souverainiste, impérialiste de la France, il faut s'appuyer sur un échelon qu'est l'Union européenne et qui nourrirait un imaginaire qui n'est pas celui d'un imaginaire impérialiste. Donc vous voyez, tout ça est un peu plus. Enfin, c'est pas que c'est compliqué d'ailleurs, c'est de la politique. Et donc, moi, je crois que la bonne connaissance qu'a Yannick Jadot, non seulement de l'échelon européen, mais des rapports de force qu'il y a, les contacts qu'il y a noués, parce que lui, quand il a été député européen, je ne fais allusion à personne, mais il s'est vraiment intéressé au fonctionnement de l'institution européenne. Il a vraiment essayé d'y peser, y compris, il a été un des premiers à lutter contre les traités de libre-échange. Et donc, je pense que c'est un point fort, parmi d'autres, dont il dispose. Merci beaucoup, David. On suivra attention cette présidentielle et la candidature de Yannick Jadot avec attention. Merci beaucoup, à bientôt.